Première femme à accéder à la haute direction d'Hydro-Québec, Rita Dionne Marcelet fait son entrée en politique comme trésorière du Parti québécois. Élue députée de Rosemont en 1994, elle dirige différents ministères dans les gouvernements Parizeau, Bouchard et Landry. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Madame Dionne Marcelet. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Merci. Écoute, vous êtes né à Sherbrooke, Oui. mais vous avez grandi surtout à Montréal. Alors, parlez-nous de votre enfance. Je suis née à Sherbrooke parce que le médecin de ma mère était à Sherbrooke et elle était très petite, très délicate. Alors, il fallait qu'elle soit suivie. Donc, elle allait accoucher à Sherbrooke parce qu'elle avait eu quelques problèmes pour avoir des enfants. Et donc, moi, j'ai été élevée à Ville-Mont-Royal, dans un environnement très anglo-saxon. C'est assez amusant parce que ma mère a étudié l'anglais toute sa vie. Elle n'a jamais été capable de le parler correctement. Mais elle a fait des efforts. Et puis, j'ai fait mes études à l'école publique. Ma mère s'est battue pour avoir une école secondaire en français, parce que quand on est arrivé là, on était dans une école anglophone, mais avec une ou deux classes. Comme la maternelle, c'était anglais-français. Après ça, il y a eu une école primaire qui a été construite. On a ouvert... moi, je suis arrivée là en troisième année. L'école ouvrait. Après ça, ma mère s'est battue pour l'école secondaire en français. Alors, encore là, ça a été une école secondaire d'un côté français, de l'autre côté anglais. Mais il me semble qu'à ce moment-là, ça s'appelait TMR. Oui, Town of Town Mont-Royal. Oui, Pas absolument. Ville-Mont-Royal du tout. Bien, nous, on disait Ville-Mont-Royal, mais Oui. les anglophones disaient Town of Royal. Puis nous, on était dans on était la seule famille du quadrilatère. De l'autre quadrilatère, il y en avait une autre. Et puis, tout le monde était anglophone. Ville-Mont-Royal, c'était la ville nouvelle où les cadres du CN habitaient. Parce qu'il y avait le tunnel qui arrivait par le train. Alors, les cadres, ils avaient développé cette ville-là pour ça. Puis, il y avait un golf dans le temps où tout le monde... C'était le golf des gens de Montréal, de l'Ouest, si je peux dire. Est-ce que vous avez une famille politisée? C'est difficile de répondre à cette question-là parce que chez nous, on parlait rarement politique, mais ma mère avait été secrétaire de député. Mon père, son oncle, a été député au fédéral. Et puis, mon père était très, très libéral. Jean Lesage était un peu son idole. Ma mère était plus réservée sur ça, mais on n'avait pas de grosses discussions parce qu'ils partageaient un peu la même vision. Je dis un peu, là, parce qu'il y a toujours des divergences, mais je ne peux pas dire qu'on était politisés, mais on était sensibles à la chose politique. On savait que ça existait, on savait qu'il y avait des enjeux. D'ailleurs, un petit fait étonnant, quand René Lévesque a créé son mouvement, là, le Parti québécois, mon père était très inquiet. Mon père était un industriel, là, puis comme il voyait la Révolution tout de suite. Puis mon père avait travaillé aux États-Unis un bon bout de temps dans sa jeunesse. Alors, il voulait déménager. On ne va pas rester ici, ça va être la Révolution. On va s'en aller. Il avait regardé ou les États-Unis ou la Suisse. Comme ma mère n'était pas très douée en anglais, il disait, on va s'en aller en Suisse. Puis nous, on a dit, ben oui, non, papa, c'est ridicule, là, tu sais, on va rester ici. Finalement, il est décédé avant de poser son geste. Il est décédé d'ailleurs avant que je fasse de la politique. Et quand j'ai décidé de faire de la politique avec le Parti québécois, ma mère m'a dit, ma pauvre petite fille, ton père va se retourner dans sa tombe. On a bien ri de ça. Et vous dites avoir eu une relation vraiment spéciale et particulière avec votre mère. Comment ça? Bien, mon père n'était pas là souvent. Mon père avait son commerce, un commerce de distribution. Alors, puis il couvrait les provinces maritimes, l'Ontario, puis l'Est américain. Donc, il n'était pas beaucoup là. Puis, bien, il venait les fins de semaine, là, mais des fois, il partait pour 2-3 mois pour installer une usine, etc.
Et ma mère, donc, qui était une femme très déterminée, puis qui avait beaucoup d'ambition et qui voulait que ses filles soient autonomes. Et elle nous disait toujours, vous allez étudier tant que vous voulez. Mais le jour où vous arrêterez d'étudier, on coupe les vivres. Vous vous débrouillerez. Alors, on a étudié. Puis, l'autre petit élément très important de l'éducation, tant qu'on étudiait, on était exempté de tâches domestiques. Alors, pour 4 filles, c'est bien intéressant. Alors, moi, j'ai beaucoup étudié, puis j'aimais l'étude, il faut dire. Puis j'aimais mieux l'étude que les tâches domestiques. Alors, ma mère a toujours été très fascinée par la politique. Elle n'en parlait jamais. Mais quand j'ai décidé de faire de la politique, là, elle m'a dit, tu sais, dans mon temps, quand mon député donnait des discours, moi, je prenais des notes en sténo, je tapais ça, puis j'envoyais ça à Ottawa. Ah oui, vous autres, c'est facile, vous enregistrez, c'est rien, ça, la vie de député. C'était drôle. Alors, mais elle était très heureuse que je fasse de la politique. C'était pas pour moi. Elle avait pensé que ce serait ma sœur aînée qui ferait de la politique, parce que ma sœur aînée a choisi le droit, puis c'est une bonne avocate. Et ma mère a toujours pensé que c'est elle qui ferait de la politique. Moi, elle a dit, ma pauvre petite fille, tu vas te faire manger tout rond. C'est tellement dur, la politique. Alors, ça a été comme ça. Mais elle a toujours été très éducatrice. Elle n'était pas maternelle, elle était éducatrice. Pour elle, sa responsabilité, c'était élever ses 4 filles. Alors, pourquoi est-ce que vous, parmi cette gang-là, vous avez étudié en économie? Quand j'ai fini mon bac, je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Tout était accessible, en fait. Alors, j'avais décidé de poser ma candidature pour aller enseigner en Afrique pendant 2 ans chez les Sœurs du Sacré-Cœur. Ils faisaient un concours parmi les collèges classiques pour aller enseigner les sciences et les mathématiques. J'aimais ça. Je disais, je vais essayer ça. Puis au bout de 2 ans, je vais toujours savoir qu'est-ce que je veux faire. Et j'avais été choisie à la suite de toute l'opération d'entrevue, d'examen, tout ce que vous voulez. Et puis, le 1er août, dans le journal, on recevait la Gazette dans ce temps-là, mon père dit, bon, ben ma petite fille, tu pars pas. Je dis, comment ça? C'est la guerre civile au Congo. Ah ben non. Ah, là, j'étais démontée. Je savais pas quoi faire. Et je me souviendrai toujours parce que j'étais arrivée au bureau. Je travaillais l'été dans un bureau de comptable. J'étais réceptionniste. Et puis, un des associés du bureau m'avait dit, mon Dieu, tu as bien l'air triste aujourd'hui, Rita. Puis j'ai dit, ouais, j'ai dit, parce que là, je devais partir, mais je pars plus. C'était un anglophone. Alors, il dit, well, if you can't go, why don't you try for an MOM? J'ai dit, what's that? Il dit, it's a mom! Oh, oh. Alors, je pars à rire, je dis, franchement, Et c'est là que j'ai dit, bon, et là, il faut que je me retourne vite, parce que si je pars pas, il faut que j'aille à l'université. Et j'avais beaucoup aimé l'économie, parce que c'était une science qui nous permettait de réfléchir. Puis comme j'étais bonne en maths, je me suis dit, je vais aller regarder ça. Alors, j'ai appelé l'université, j'ai expliqué mon cas. Ils ont dit, envoyez-nous votre candidature. Et puis, normalement, puis avec vos notes, vous n'aurez pas trop de problèmes. Alors, c'est comme ça que je suis allée en économie. Puis, j'ai aimé l'économie. Cette idée de dire, on a des demandes illimitées, puis on a des ressources limitées. Ce choix-là, cette réflexion-là, ça m'intéressait. Alors, je suis allée en économie. Puis, la vie fait qu'on a des occasions, qu'on a des opportunités, puis c'est comme ça que je suis allée en économie, puis j'ai aimé ça, puis j'ai décidé de faire la maîtrise dans ça. Oui, avec la maîtrise en économétrie, on a fait. Oui. Mais vous êtes devenu non seulement économiste, mais adjoint du président d'Hydro-Québec. Oui. Pendant 8 ans, pas. Mais vous étiez la première femme. Oui, cadre de la haute direction. C'est ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la culture d'Hydro-Québec à ce moment-là qui empêchait les femmes d'avoir ce genre de position? Bien, il y avait 2 choses. Il y avait d'abord peu de femmes ingénieures, puis à l'Hydro, on engageait des ingénieurs. Alors, à l'époque, il y avait je dirais pas, c'était pas un antiféminisme, c'était un sexisme historique.
Tu sais, une fille, ça ne fait pas des chiffres. Une fille, ça ne fait pas de mathématiques. À Polytechnique, il y avait 2 filles qui graduaient par année, à peu près, peut-être, là. Alors, tu sais, c'était un manque d'habitude d'avoir des femmes égales à notre niveau et au même niveau. Et c'était ça un peu la culture. Puis vous le savez, Hydro-Québec, ça demeure un monstre bureaucratique, une grosse entreprise, des premiers de classe. C'était tous les premiers de classe qui allaient là, tu sais, puis tous des gars, évidemment. Et vous avez passé 8 ans Oui. là-bas. Et à un moment donné, vous avez quitté en 79, devenir vice-président 16? Oui, non, 79. Pour, afin de devenir vice-président de la SGF, Société Générale de Financement. Pourquoi avez-vous changé de carrière qui avait l'air si intéressante? Là? Bien, en fait, moi, je suis arrivée à l'Hydro, j'ai monté tous les échelons. Et quand je suis arrivée adjoint au président en 76, je me disais 2-3 ans, puis après ça, je voulais arriver en line, comme on dit. Je voulais avoir géré du personnel. Tout le temps, j'avais été staff, là, dans une... J'avais 2-3 économistes qui travaillaient avec moi et tout ça, m'ont monté, mais j'avais pas l'autorité hiérarchique. Et je voulais avoir ça, et je me disais, après 3 ans, bien, je deviendrai peut-être un vice-président ou un directeur général adjoint. À l'époque, là, on avait des directeurs généraux et non pas de vice-président. Et donc, j'ai fait... Quand j'ai posé ma candidature, j'ai été acceptée, tout ça. Comme j'ai dit, j'étais la première femme cadre de la haute direction. Et le Parti québécois est arrivé au pouvoir en 1976. Et là, j'ai beaucoup travaillé avec le bureau du ministre, qui était M. Jouron, et le sous-ministre à l'Énergie, qui était Michel Audette. Et on a beaucoup travaillé pour redéfinir la loi d'Hydro, pour rencontrer les objectifs, etc. Bon. Alors, et j'avais dit à M. Boyd, qui avait pris la direction, la présidence de l'Hydro, je voudrais avoir une chance de diriger du personnel. Et il m'avait dit ceci, si vous réussissez, une fois qu'on a fini la nouvelle loi, il m'avait dit, il faut couper les budgets de 20 %. Si vous réussissez à couper le budget global de 20 %, je vais considérer votre candidature, puis vous aurez un poste de direction. Quand à la fin, je réussis ça, il me dit, puis là, c'est la nouvelle organisation de l'Hydro, on nomme des vice-présidents, tout ça, puis il me demande qu'est-ce que je voulais, je dis ce que je veux. Et là, ça passe au conseil d'administration. Moi, je ne suis pas au courant de ça, parce que c'est conseil de personnel, là, je n'ai pas à participer à ça. Je sors là, durant le conseil quand c'est ça. Et en revenant, il m'annonce le nom des vice-présidents. Et je ne suis pas là-dedans. Il dit, vous allez être vice-président adjoint. Là, je le regarde, je dis, il n'y a pas une femme, évidemment, là-dedans. Pourquoi? Il dit, il faut que vous fassiez vos classes. Et là, le vice-président qui aurait été mon supérieur, que je connaissais, à mon avis, ça n'avait pas de bon sens qu'il soit vice-président dans le contexte de ce qu'on voulait faire, là. Pas parce qu'il n'était pas bon, mais sa spécialité n'était pas adéquate pour ça. Puis je dis, alors moi, je vais être vice-président adjoint, je vais faire la job, puis c'est lui qui va avoir le salaire. Et M. Boyd de me répondre, attendez votre tour, un jour, vous serez présidente d'Hydro-Québec. Je l'ai regardé, je dis, ça va prendre pas mal de temps à ce rythme-là. J'ai dit, M. Boyd, moi, je ne resterai pas. Je ne ferai pas le travail de quelqu'un sans avoir la responsabilité et le titre et le salaire. Il dit, le salaire, ce n'est pas un problème, vous allez l'avoir. Bien, j'ai dit, pourquoi je n'ai pas le titre? Ah, il dit, ça, c'est autre chose. Quand j'ai reçu ça comme réponse, je suis revenue à mon bureau. Puis après une semaine, j'ai dit, bon, bien là, il faut que je me trouve quelque chose. Là. Puis j'ai fait courir le bruit là, que je ne resterais pas à l'Hydro. Et M. Boyd le savait, je lui avais dit. Et ça a pris 2 mois. Puis au bout de 2 mois, j'ai reçu une offre que je ne pouvais pas refuser de la SGF. Et je suis allée voir M. Boyd, j'ai annoncé ça. Il m'a fait une colère, une colère. Je ne l'avais jamais vu comme ça parce que M. Boyd était un homme très retenu. Mais je me souviens encore de sa grosse main qui sur le bureau. Votre place est ici. Il faut que vous restiez ici.
J'ai dit, Monsieur Boyd, ça ne sert à rien, je ne resterai pas. Puis je suis partie. Le problème, c'est que quand tu es dans une grosse bureaucratie, si tu ne bouges pas, tu rouilles. Tu sais? Et puis tu deviens indifférent, cynique. Et j'en voyais tellement dans l'entreprise des gens, des hommes pour la plupart, évidemment, qui étaient des gars brillants, qui étaient désabusés parce qu'ils attendaient leur tour. Ben, tu sais, à un moment donné, il faut que tu bouges. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu vas faire autre chose. Mais je disais, je reviendrai quand ce sera le temps, c'est tout. Puis finalement, je suis jamais revenue. Mais en 84, René Lévesque vous nomme délégué général de Québec à New York, du Québec à New York. Si je ne m'abuse pas, c'est une poste assez politique, merci. Étiez-vous souverainiste à ce moment-là? Non. Non. D'ailleurs, moi, en 80, j'ai voté non. J'étais pas du tout souverainiste. Et pour moi, je ne sais pas si c'est un héritage familial, mais pour moi, le Québec avait des faiblesses. Puis notre économie n'était pas assez forte, à mon avis, en 80. Quand j'ai travaillé à la SGF, j'ai été exposée, j'étais vice-président au développement, hein, donc la nouvelle technologie, les nouveaux partenariats, tout ça. Alors, j'ai été exposée à beaucoup d'entreprises de différents pays. Et puis, j'avais rencontré M. Lévesque une fois, le lendemain de l'élection de 1976, quand il était venu à Hydro-Québec le lendemain matin, parce que nous, on faisait un financement à ce moment-là, cette semaine-là, il y avait un financement de quelques millions de dollars, là, quelques centaines de millions pour établir la crédibilité de l'hydro post-élection. La stratégie avait été bien pensée. Puis, M. Lévesque était venu rencontrer les gars de New York, de Wall Street, qui étaient arrivés à 7 heures le matin au bureau, là. Alors, moi, j'arrive avec M. Giroux. Là, moi, j'arrive, puis là, ils sont là, puis M. Lévesque s'en vient, là, parce que l'objectif, c'est de démontrer que c'est pas un fou, là, puis qu'il va diriger le pays de manière sérieuse. Alors, ça, je le vois comme ça, là, bonjour, bonjour, puis il rentre dans le salon avec les gars de Wall Street. Et j'avais été, quand ça a fini, cette affaire-là, vers midi, là, je vois le président, puis je dis, puis, est-ce qu'on le fait, le financement, ou on le fait pas? Il dit, oui, ça va passer, mais ça a été juste. Et quand j'ai été à la SGF, M. Landry a créé son groupe de travail pour bâtir le Québec. Et à ce moment-là, il avait demandé à toutes les sociétés d'État de déléguer une personne pour participer à ces travaux-là. Et moi, M. Coulombe, qui était président de l'AGF, m'avait dit, tu vas aller travailler avec l'équipe des autres sociétés d'État pour aider le ministre à développer sa stratégie industrielle. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec le sous-ministre de M. Landry, qui était Jean Vézina. On a travaillé beaucoup avec Vézina, tout ce monde-là. Là, et puis, on est arrivé à se bâtir le Québec, bâtir le Québec. Et puis, j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Landry à ce moment-là. Donc, quand il y avait des postes, il voulait nommer des femmes à l'étranger, et souvent, je recevais un appel du sous-ministre qui me disait, « Madame Diamant-Soleil, est-ce que vous seriez intéressée par un poste de délégué à quelque part? » Je disais, non, moi, je suis mariée, pas question. Mon mari est avocat, il ne peut pas pratiquer ailleurs, bon. Et puis, quand, après le bâtir le Québec, le virage technologique, j'ai dirigé BioEndo, qui était une compagnie que j'avais achetée pour la SGF. J'en prends la présidence, tout ça, puis c'est une compagnie de haute technologie. Et la discussion était un peu corsée avec la SGF. Et là, c'était difficile. Et à un moment donné, bien, ça a été trop, là, tu sais. Ça a été, bon, bien, écoute, vous n'êtes pas d'accord avec notre position. Moi, je disais, on ne peut pas faire ça. Bien, j'ai démissionné, tout simplement, parce que là, je ne voulais pas amener cette compagnie-là à l'échec. Puis je savais que si on n'avait pas de financement adéquat, on ne réussirait jamais. J'avais travaillé, j'avais été sur le conseil d'autres entreprises de haute technologie. Je connaissais les exigences, puis mon jugement était à cet effet-là, puis la SGF ne voulait pas suivre. Alors, j'ai démissionné. Et là,
ça s'est su, ça, que j'avais démissionné. Je ne sais pas qui l'a dit à M. Landry, mais M. Landry m'a appelé. Il dit, je vais vous rencontrer. On est allés manger ensemble, puis il m'a dit, est-ce que vous accepteriez d'être délégué du Québec à New York? Je n'avais jamais pensé à ça. Bien, j'ai dit, je vais réfléchir. Et j'ai dit, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de décalage horaire. Montréal-New York, c'est 1 heure en avion, il n'y a rien là. Fait que je me suis dit, bon, Jean voudra, mon mari ne sera pas trop contre ça, là. Alors, je dis, écoutez, je vais y penser. Et là, il me dit, on a fait faire une étude qui avait été faite par une compagnie du nom de Multinational Strategies, où est-ce qu'un des actionnaires, c'était Kissinger. Puis, ils ont diagnostiqué qu'il fallait qu'on change notre image aux États-Unis. Il fallait qu'on établisse des relations plus ouvertes aux États-Unis. Et parce que souvent, c'était des fonctionnaires qui étaient délégués à New York. Et donc, le modèle qu'on nous a recommandé, c'est une femme du secteur industriel et puis qui est bonne dans les communications. Alors, je me souviens encore, j'étais revenue à la maison, puis j'ai dit à mon mari, je t'invite à souper. Puis là, on a pris... Oui, c'est ça. Il savait, parce que ça faisait quand même... Ça fait longtemps. J'ai dit, écoute, Jean, là, j'ai décidé que je pense que je vais accepter, puis là, j'y compte ça. Et il dit, c'est combien de temps? J'ai dit, bien, c'est 4 ans. Il dit, on va négocier pour 3. En bon avocat. Bon, je dis, OK, 3 ans, ça a du bon sens. Alors, j'ai accepté. C'est comme ça que j'ai accepté New York. Puis en arrivant à New York, bien évidemment, j'avais l'étude et M. Landry m'a donné ça quand il m'a nommé et il dit, lisez ça, puis faites ce qu'il faut. Alors, j'ai lu ça, puis j'ai fait ce qu'il faut pour mettre le Québec sur la carte. Mais comme mandat, c'est assez large. Comment est-ce qu'on met ça en pratique, là? En fait, le mandat du Québec, là-bas, mon mandat à moi, c'était d'ouvrir des portes dans le milieu des affaires. Ah. Ouvrir des portes en culture, ouvrir des portes partout pour que le Québec soit reconnu, non pas juste pour son financement, parce que le Québec a toujours été très bien coté sur Wall Street. On a été le premier investisseur étranger sur Wall Street. On a toujours payé nos dettes. On est beaucoup mieux respecté que les Ontariens, soit dit en passant. Alors, quand j'ai pris ça, moi, d'abord, j'ai réalisé que, puis probablement que vous, comme journaliste, vous le savez mieux que moi, les Américains n'ont accès qu'à la presse anglophone. Et la presse anglophone, à cette époque-là, et toutes les années avant, elle est axée avec un biais vraiment défavorable sur le Québec. Je parle du Globe and Mail, du Financial Post, bon. Alors, moi, j'arrive là, puis j'entends des choses incroyables sur le Québec. Et je me retrouve à un moment donné à côté du délégué de l'Ontario, qui ne sait pas qui je suis, qui est à côté de moi dans un restaurant, et puis qui parle de « This girl from Québec ». Là, je dresse l'oreille. Qu'est-ce qu'elle a, « This girl from Québec ». Puis là, il commence à parler du Québec comme si on était des arriérés, puis c'est pas « This girl from Québec » qui va changer quoi que ce soit, blablabla. Alors, à la fin du repas, je suis après manger avec quelqu'un pour avoir de l'information sur comment faire, etc. Puis ouvrir les contacts, comme on fait normalement. Après le repas, je me lève, je m'en vais saluer le monsieur, je dis bonjour. Puis moi, le gars qui était avec moi au lunch, il me dit qui est ce gars-là. Alors, je me lève, je vais le saluer, je dis bonjour, je dis I'm this girl from Québec. Je me présente. Puis c'est une espèce de grand gars, là, un ancien joueur de football. Il fait le saut. Puis j'ai dit, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis partie. Puis là, j'ai dit, bon, bien, là, je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que le gars parlait il mangeait avec un journaliste. Puis c'était tellement particulier, là. Moi, j'ai été scandalisée de ce que j'ai entendu. Puis je me suis dit, c'est pas vrai qu'on va se faire traiter comme ça, comme si on était des imbéciles. On comprend « and she doesn't even speak English ». Fait que je dis, on va y montrer qu'on parle anglais au Québec aussi. T'sais. Et donc, quand l'accord de libre-échange est arrivé, moi, évidemment, j'étais très pour. Hein? Je veux dire, l'American Society organise un colloque.
où elle invite tous les délégués des provinces, et c'est le directeur général qui anime le colloque pour parler de l'accord de libre-échange, les pour, les contre. Parce que le consulat était contre, les délégations étaient contre, Ontario était contre, Saskatchewan était contre. Il n'y avait pas d'Alberta. Y avait-tu un d'Alberta? Oui, Alberta était là aussi. Tout le monde était contre, sauf le Québec. Alors, on fait le colloque, puis là, tout le monde présente sa version, puis moi, je suis à la table, j'écoute ça, puis je dis, bon, mais là, je vais vous parler du Québec. Puis là, je parle du Québec, puis je dis pourquoi notre économie repose sur une économie ouverte, le pourcentage de nos exportations dans le PIB, l'importance des exportations aux États-Unis, etc. Puis je finis en disant, pour nous, c'est intéressant et on a un intérêt marqué pour ça. Alors là, il y a une discussion ouverte. Question from the crowd, là. Il y a un gars qui lève la main. C'était Leonard Silk du New York Times. Il dit, moi, il y a une affaire que je ne comprends pas. Il dit, tout le monde ici, là, vous êtes tous des Canadiens, puis il dit, vous êtes tous contre. Puis il dit, la fille, là, elle vient du Québec, là, elle est francophone, puis elle est pauvre. Expliquez-moi donc ça. Alors, M. Lamothe me passe la parole. Je pars à rire. Je dis, mais M. Silk, c'est justement ça. Je dis, nous autres, là, on est la souris en haut du seesaw. Fait que j'ai dit, ici, là, vous avez tous les États-Unis, puis nous, on est ici, tout petit, tout petit. Alors, je dis, nous autres, là, le Canada, si on est un petit peu plus gros, ça ne changera rien, là. C'est vous qui allez décider quand même. Alors, je dis, pour nous, là, c'est juste un avantage. Que ce soit le Canada qui est là ou les États-Unis qui sont en bas, on est toujours tout petits. Puis je dis, nous autres, on a avantage à travailler avec tout le monde. Alors, j'ai dit, it's not an issue. Puis là, il me dit, oui, mais tu es francophone. J'ai dit, bien, justement, je suis francophone. Ça ne changera pas ma langue, ça ne changera pas mon autorité sur mon territoire. Alors, j'ai dit, on a tout à gagner à travailler avec vous autres. Et puis là, je complète, évidemment, avec des données. Après la conférence, il vient me voir. Il dit, Madame, c'est la première fois de ma vie que je comprends c'est quoi le Québec au Canada. J'ai dit, ah oui? Il dit oui. Il dit, j'ai jamais pensé que effectivement vous pouviez parler anglais puis que vous étiez partie de notre économie. Bien, j'ai dit, si cette conférence-là a servi à ça, c'est déjà beau. J'ai dit, je suis très contente. Puis on est devenus assez amis, tu sais, parce que pour lui, c'était une révélation. C'est drôle, hein? Oui et non. Merci, Mme Marcelet. À la prochaine.